Alors aujourd'hui, on va parler de ce livre, Le crowdfunding, faites bouger l'économie positivement et j'ai la chance d'avoir avec moi le cofondateur Bertrand Desportes. Salut Bertrand. Bonjour Laurent. Bonjour, merci d'être présent avec moi donc sur ma chaîne YouTube. Alors tu es associé, Mazars, tu es également administrateur de financement participatif, France et tu as écrit donc, ce livre avec Florence de Maupoux qui est directrice de l'association donc Financement Participatif France et déjà première question, pourquoi avoir écrit donc, ce livre? Écoute, on avait regardé, enfin c'était une idée qu'on avait avec Florence d'écrire quelque chose sur le crowdfunding, de dépasser les études ou les articles qu'on était amené à écrire de temps en temps ponctuellement et d'aller vers quelque chose d'un peu plus structuré, un peu plus dense. Il y a beaucoup de livres sur le crowd, par ailleurs très intéressants, mais souvent très anglais, soit sur le financement des startups, soit sur le financement de l'économie sociale et solidaire, soit avec un angle réglementaire et juridique. Et nous, on voulait vraiment avoir, tu vois, un livre qui soit panoramique, 360 degrés sur les différentes dimensions du crowd, le don, le prêt, l'investissement, pour avoir un ouvrage de référence qui soit un peu le porte-étendard de financement participatif France et de l'écosystème dans son ensemble et que tout l'écosystème puisse s'y retrouver. Donc c'était l'ambition de départ, on espère qu'on a réussi, mais c'était ça l'idée. D'accord. Donc le crowdfunding en France, il a quasiment, 10 ans d'un point de vue, Disons, on va dire réglementaire. C'est d'un on point de vue dit grosso réglementaire, oui. modo aux alentours de 2014, que les choses ont évolué, même si d'ailleurs dans le bouquin, c'est écrit le premier projet, c'est, la création de la Statue de la Liberté, très intéressant. Ouais, Parce que, ouais. justement à cette époque, il y avait pas suffisamment de financement et l'État de New York pouvait pas financer, toute la statue et donc il y a eu un appel au financement participatif pour, déjà, voilà, mener à bien ce projet. Après, en quelques mots, est-ce qu'il est possible à ton niveau, par exemple, décrire ce que c'est le crowdfunding et surtout les avantages aussi d'investir dans le crowdfunding aujourd'hui en France en 2024? Tu as raison d'avoir des rappels historiques. Le crowdfunding date pas d'aujourd'hui, il date même d'assez loin. Tu remontes au 19e siècle, avec la Statue de la Liberté, c'est même un peu avant. Mozart se finançait via un certain nombre de souscripteurs qu'il récompensait avec des dédicaces, des mots de remerciement. La grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, même fonctionnement, c'était de la souscription auprès de particuliers. Donc on voit que et si on remonte plus loin, le mécanisme de tontine également, c'est déjà l'ancêtre du crowdfunding. Donc on voit que c'est quelque chose qui existait déjà. Faire appel au public pour financer un projet a toujours existé, c'est peut-être aussi vieux que le capitalisme lui-même. Ce qui a changé, c'est d'utiliser vraiment la puissance d'Internet pour le faire. Et ça, c'est les années 2000 avec l'émergence vraiment de l'économie numérique, l'économie du web, qu'on a vu apparaître les premières plateformes de crowd. Et comme tu l'évoquais, les 10 ans, nous, notre point de repère, c'est les décrets d'application qui permettent officiellement en France aux plateformes d'opérer en tant que plateforme de crowdfunding. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que le crowd? C'est mettre en relation des porteurs de projets qui soient issus de l'économie sociale et solidaire, de l'économie, des particuliers, avec la foule. Donc la foule, c'est tout un chacun, des citoyens, des particuliers, pour financer des projets par l'intermédiaire d'une plateforme numérique sur le web. Voilà. Donc 3 acteurs, la foule, les porteurs de projets et une plateforme web au milieu. D'accord. Globalement, c'est accessible alors pour certaines plateformes à partir de 1 €, donc il y a une vraie Ouais. démocratisation aussi de l'investissement. La plupart du temps, pas de frais, si ce n'est, bon, de temps en temps, sur certaines plateformes, des frais, de dépôt, par carte bancaire ou de retrait, mais ça reste très, très marginal et surtout une question, moi, qui me vient, tout de suite, si on regarde par rapport aux 10 dernières années, le crowdfunding est arrivé un petit peu, pour mettre fin au monopole, bancaire, si je puis dire, pour offrir une alternative donc, au financement des entreprises et quel regard as-tu là-dessus et quel regard aussi ont les banques vis-à-vis du crowdfunding aujourd'hui en 2024? Alors, au départ, il y a eu un certain nombre évidemment de craintes ou d'interrogations. Effectivement, ça a mis fin formellement au monopole bancaire, puisque les plateformes de crowd peuvent faire du prêt. Euh, et, euh, et aujourd'hui, je pense que la situation, elle est clarifiée parce qu'il y a pas de concurrence frontale. L'idée même que le crowdfunding puisse remplacer toute ou partie des banques est totalement sortie des esprits, même si au départ, euh,
je me rappelle que c'était Arnaud Montebourg qui avait émis l'idée que l'un puisse compléter l'autre si jamais les banques ne faisaient pas complètement leur boulot de financement de l'économie réelle, mais on est sorti complètement de ce prisme-là parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes volumes de prêts. Et puis finalement, les usages du crowdfunding sont aujourd'hui bien spécifiques et viennent en complémentarité avec le financement bancaire. On pourrait en citer plein, mais en gros, sur la promotion immobilière, le crowdfunding refinance les fonds d'amorçage. Sur le financement des TPE, PME, généralement, le crowdfunding est utile soit pour aller plus vite, soit pour financer de l'immatériel ou financer la croissance, là où les banques aiment bien adosser leurs prêts avec des garanties sur des biens physiques. Donc finalement, on ne se heurte pas à une concurrence frontale, mais généralement, c'est de la complémentarité. Je rajouterai un dernier acteur, les fonds d'investissement, qui constituent maintenant le triptyque du financement en France, plateforme de crowd, banque, fonds, et généralement, ils savent même travailler ensemble, y compris sur un même projet, quoi. Mais pas au même stade de maturité, pas dans la même temporalité. Donc, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Ce crowdfunding, on peut le décliner en 3 parties. Vous le dites bien d'ailleurs, alors justement, ceux qui veulent aller voir ce type de rapport ou des rapports intéressants sur le crowdfunding, il y a notamment donc Mazars. Vous émettez chaque année le rapport Mazars avec d'ailleurs trois rapports, un rapport global, un rapport sur le crowdfunding immobilier et un rapport sur les énergies renouvelables. Donc il y a 3 parties, il y a le don, le prêt et l'investissement. Ces 3 secteurs justement ont bien grossi, voire même très bien grossi pour certains jusqu'en 2022. Là, justement, que peux-tu nous dire justement sur l'évolution de ces sous-marchés du crowdfunding? Alors, je vais commencer par le don. Ouais. Euh, le don, c'est très intéressant parce qu'en fait, la manière de donner des Français, elle a évolué quand même. Alors, ça continuera toujours, donner à une asso, faire un chèque à une asso, très bien, ça va continuer et c'est un mode de financement qui va perdurer. Mais pour autant, je crois que les Français aiment bien flécher leur argent directement vers un projet, y compris porté par les assos que je mentionnais juste avant. Euh, Cette traçabilité et ce lien direct vers un projet bien identifié, ça permet de mettre du concret sur sa générosité. Et ça, on sent bien que c'est dans l'air du temps d'avoir donner du sens à son don, de voir comment va être utilisé son argent, sur quel projet, dans quel territoire. Donc je pense qu'il y a une tendance de fond qui fait que le crowdfunding en don a de beaux jours devant lui. Et on le voit en nombre de projets, c'est bien l'économie sociale et solidaire qui remporte la palme de très très loin, puisque c'est plus de 150 000 projets par an. Là où l'immobilier, on est à 1200, 1300 projets. Ouais. Parce qu'en fait, le crowdfunding en don, c'est des projets de générosité, c'est du micro-entrepreneuriat, c'est de l'artisanat, etc. Donc, en termes de nombre de projets, c'est porté par le crowdfunding en don, même si après, en termes de volume de collecte, là, on est sur des tout petits montants, donc ça fait moins de chiffres à l'arrivée. Après, le prêt, c'est la catégorie reine du crowdfunding, avec plusieurs verticales à l'intérieur, le crowdfunding immobilier, la transition énergétique et les TPE, PME. Et enfin, tu as tout le financement de l'innovation avec les startups, un peu plus de 200 millions l'année dernière. Et là aussi, c'est assez porteur et ça risque de continuer à l'être, puisque il y a le dispositif du député Paul Midi sur les jeunes entreprises innovantes de rupture et de croissance, qui va donner un cadre fiscal très adapté au crowd equity, qui est par ailleurs popularisé dans une émission grand public qui passe sur M6, D'accord. qui, je pense, donne du vent dans les voiles de cette thématique, qui intéresse les gens, parce que c'est la perspective de rentrer au capital d'une entreprise. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je pense que ça a beaucoup démocratisé un certain nombre d'opérations auxquelles les Français n'avaient pas accès. Rentrer dans le capital d'une PME, ou même financer une PME, participer au financement d'une opération immobilière. Avant le crowd, c'était extrêmement compliqué. Le parcours d'investissement n'était pas démocratisé. Il fallait en avoir entendu parler. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible en termes de taille de ticket, en termes de process d'investissement. Les plateformes de crowd ont eu le mérite de simplifier vraiment les choses. Et c'est pour ça que ça en explique quand même beaucoup de succès.
Alors, l'agrément PSFP est arrivé en 2023. La plupart des acteurs donc, ont obtenu l'agrément à ce jour. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez espérer donc, en 2024 et dans les années à venir comme évolution vis-à-vis du cadre juridique et fiscal pour continuer sur une croissance sur le crowdfunding en France? Alors, moi, j'espère que le cadre juridique et réglementaire maintenant est stabilisé, parce que ça a vraiment D'accord. été une grosse étape pour les plateformes, Laurent, cette histoire de PSFP, puisque concrètement, les ambitions du régulateur étaient d'avoir une vraie démarche d'agrément en imposant des fonds propres minimums, en imposant un dispositif de gestion des risques, en imposant beaucoup plus de reporting, de traçabilité, en mettant un parcours d'investissement différencié entre les investisseurs non avertis et les investisseurs avertis. Bref, ça a quand même pas mal mobilisé les plateformes pour mettre à jour leur cadre. Et elles l'ont digéré. Je pense que ça devrait être stabilisé. Et ça devrait être de nature à sécuriser quand même pas mal le secteur. Donc à l'avenir, on n'attend pas un nouveau bouleversement. La France d'ailleurs a le plus de plateformes de crowd agréées PSFP. On s'attend à ce que les autres pays européens montent en puissance, notamment l'Allemagne, qui a un nombre incroyablement faible Ah oui. de PSFP, mais qui n'est pas du tout en rapport avec le poids économique de ce pays, parce qu'ils étaient très attachés à, je crois, à un dispositif local. Mais bon, ils devraient y basculer également. Que te dire d'autre? Non, sur le plan réglementaire, pas de gros sujet pour l'avenir, hein. Je pense qu'on va déjà digérer ça. Et par contre, ça va avoir des incidences parce que tu as des plateformes européennes qui vont venir travailler des projets en France et réciproquement, tu as beaucoup de plateformes françaises qui vont faire un pas vers l'Europe pour trouver des opportunités et développer leur communauté de prêteurs et d'investisseurs. Ouais. Ça vous en parlait aussi largement donc de ce cadre juridique et également du cadre fiscal et de cet aussi ce développement européen hein, qui va venir tôt ou tard, je pense aussi, même s'il y a des contraintes derrière. Je pense notamment à l'immobilier, mais peut-être sur certains secteurs, c'est plus facile peut-être de s'exporter. Et après, côté fiscal, aujourd'hui, il y a un souhait de rester globalement sur ce qui fonctionne aujourd'hui. Je pense qu'en termes de lisibilité pour les plateformes, c'est ce qui est important aussi pour les investisseurs. Ouais, le cadre fiscal, pour le coup, il n'est pas harmonisé au niveau européen. Donc, chacun travaille Oui, avec sa fiscalité. Et oui, le souhait des investisseurs, c'est d'avoir un cadre fiscal stable. Donc, on espère, maintenant, il y a un certain nombre d'élections en cours, mais que le cadre fiscal restera à peu près stable pour. d'accord. Ouais. Il y avait une petite question justement Notamment, sur ces oui, excuse-moi, vas-y. non, mais la flat tax, je pense que ça fait du bien au secteur globalement ces dernières années. Ça permet quand même d'avoir une vraie lisibilité sur. Oui, c'est Euh, simple, c'est ouais. sûr. Petite question concernant les plateformes qui, justement, avant l'agrément PSFP, pouvaient collecter jusqu'à 8 000 000 €, si je me trompe pas. Oui, Le fait d'avoir le PSFT, on a rebasculé à 5 000 000 €. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une petite demande, je crois, où il y avait des choses, des travaux en cours au niveau de l'association pour essayer, voilà, de pousser un petit peu les pouvoirs publics, peut-être au niveau européen, pour, revenir à des montants plus élevés? Est-ce que c'est toujours en cours comme sujet? ça fait partie des sujets D'accord. qui sont à l'étude. À vrai dire, je suis pas sûr qu'on revienne dessus. D'accord, ouais, Mais ça peut être compliqué. Si c'est ouais, déjà validé au niveau européen, ça risque d'être compliqué ouais, tout et à fait. Euh, mais parmi les sujets, oui, en cours, il y a celui-là. Il y a aussi l'amélioration du fonctionnement du PEA, PME pour le oui, rendre plus facile, plus accessible et plus efficace. Donc, la Financement Participatif France se base sur un certain nombre de topics. Le seuil des 8 millions, à vrai dire, je ne suis pas sûr qu'il soit remis en cause prochainement. d'accord. Alors je voulais revenir sur, un sujet, hein, que vous évoquez aussi dans le livre, hein, sur, la sélection des projets, comment bien sûr choisir, voilà, le projet, sa plateforme également, vérifier un certain nombre de choses, hein, comme tout investisseur, Mm. c'est important. Il y a des risques en crowdfunding immobilier. Alors le marché de l'immobilier, pas de l'immobilier, mais du crowdfunding a énormément, grossi jusqu'en 2022. Ouais. Depuis 2022, on est un petit peu en baisse. Alors notamment, c'est lié au crowdfunding immobilier parce qu'en parallèle, on sait que l'ENR, et vous le dites bien dans votre rapport, Mazars, le prêt et le crowd equity
sont en croissance. Mais quel regard, justement, avoir vis-à-vis de cela par rapport au futur? Est-ce que voilà, on va être totalement aussi dépendant des sous-marchés comme il y a l'immobilier? Peut-être que l'ENR va traverser une crise peut-être dans les années à venir. Je voudrais un petit peu avoir ton regard vis-à-vis de voilà, c'est l'évolution future. C'est compliqué de se projeter. L'immobilier la traverse une période difficile. La promotion immobilière est presque à l'arrêt. Donc les plateformes se sont plutôt repositionnées sur les marchands de biens. 2024 risque d'être une année encore en demi-teinte, dans le meilleur des cas, le temps que les taux se détendent un peu, que les promoteurs retrouvent un peu d'oxygène. Donc on ne s'attend pas à une hausse des volumes de collecte. Par contre, sur la transition énergétique, on a un bel écosystème de plateformes en France. On peut les citer, Enerfip, Lendopolis, Lendosphère, Lumo, WeSeed qui fait aussi des projets ENR. Et là c'est des plateformes qui ont plutôt le vent en poupe, donc qui risquent progressivement d'atteindre peut-être pas le même niveau que l'immobilier, mais en tout cas en proportion de progresser, porté par un cadre réglementaire, la loi énergie-climat et climat-résilience, Oui. qui est quand même très très favorable, parce que tu as cette notion de réhabilitation des biens, de faire la chasse aux passoires thermiques, donc de les upgrader pour qu'ils puissent atteindre un niveau DPE satisfaisant. Ça, c'est des projets en pagaille à portée de main de ces plateformes-là. Et puis après, tu as le financement de la transition énergétique en photovoltaïque, en éolien, en biogaz, etc., pour lesquels il y a énormément de demandes, et ces plateformes le font de manière très, très efficace. Donc là, je pense qu'on sera encore sur une bonne année en 2024. On peut l'espérer en termes de sous-thématiques. Les TPE-PME, tu vois, c'est un peu en dents de scie, que l'arrêt de la plateforme October, ou le quasi-arrêt de la plateforme October, laisse penser que le modèle de plateforme généraliste qui avait le vent en poupe au démarrage est plutôt en train de disparaître. C'est très compliqué pour une plateforme d'avoir finalement une clientèle aussi diversifiée. Le coût d'acquisition, sans doute, de chacun des clients devait être trop difficile à supporter pour ces plateformes-là. Donc on s'oriente vers de plus en plus un modèle de plateforme spécialisée ou multispécialiste comme WeSeed, qui est spécialisé sur le NR, mais aussi sur l'immobilier et aussi sur l'innovation. Et puis après, tu as tout le sujet de l'innovation. Je pense qu'il y a une belle croissance en perspective. Là, pour le coup, le financement de l'innovation via le CROD était sur des chiffres, pour moi, bien en deçà de l'écosystème d'innovation qu'on a en France, des incubateurs, de tout ce qui tourne autour de financement des startups. Et je trouvais, à titre personnel, que le crowdfunding n'avait pas pris sa part suffisante là-dedans, et ça ne peut que croître, et notamment avec le dispositif Paul Midi que j'évoquais tout à l'heure. Là, il y a maintenant un cadre fiscal qui aligne un peu les planètes. Mais effectivement, je trouve qu'on est pas mal arrimé à des dynamiques sectorielles qui peuvent aller dans des sens contraires d'une année sur l'autre, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment mon ressenti. Et justement, j'ai une question régulière au sein de ma communauté. Bon, il y a beaucoup d'investisseurs, principalement en crowdfunding immobilier, même si voilà, les d'autres sous-secteurs, comme on l'a dit, grossissent pas à pas et prennent leur part également dans l'écosystème du crowdfunding. Quel est ton regard justement un petit peu vis-à-vis des retards et défauts alors défauts, pas encore aujourd'hui, parce qu'on sait que le temps est assez long sur les prêts et les obligations, notamment autour du crowdfunding immobilier, mais quel est ton regard sur ces retards qui s'accumulent, parce que le marché, effectivement, est difficile. Et voilà, je voulais un petit peu avoir ton regard, d'autant que ça me permet de rebondir un petit peu sur le livre, parce qu'il y a deux choses que je trouvais très, très intéressantes. Alors, page 74, justement, où vous indiquez... c'est une question qui me revient régulièrement, c'est pour ça que je te la pose. Les plateformes n'ont aucun bénéfice à soutenir des projets non viables, hein. J'en suis totalement convaincu. Évidemment, les plateformes doivent être très sélectives, parce que derrière, il y a leur image qui est très importante. Si les retards s'accumulent, les problématiques, derrière, ils vont plus pouvoir collecter et donc continuer à progresser. Mais en parallèle, effectivement, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, et tu vas voir, je pense que c'est une question, et vous en parlez, page 99, sur le fait que il y a des risques en crowdfunding immobilier, et notamment peut-être le modèle économique lui-même, parce que les plateformes sont principalement rémunérées
au moment de la collecte. Et c'est une question qui me revient régulièrement, soit sur YouTube, soit sur mon groupe Telegram. Est-ce qu'il ne serait pas possible de définir un petit modèle un petit peu différent où la plateforme se financerait à 75% au moment de la collecte et peut-être 25% in fine pour qu'elle soit vraiment partie prenante sur le résultat du projet. Voilà. Et c'est en lien avec les retards que je te pose cette question-là. C'est très intéressant, il y a plein de questions dans ta question et j'essaie de tous les aborder. Et Ouais, d'abord, vas-y. un préambule, c'est le crowdfunding, c'est une épargne de diversification. Donc, il faut rappeler à ta communauté d'investisseurs, mais je pense tu as déjà pas mal passé le message. Ne mettez pas tout votre argent dans le crowdfunding, ça doit être une épargne de complément et de diversification. Et puis, au sein du crowdfunding, il faut avoir prendre soin de diversifier sur plusieurs plateformes et sur plusieurs projets pour s'assurer d'un bon niveau de diversification et éviter, en cas de défaillance sur un projet, d'être exposé excessivement. Ça, c'est le premier point. Sur le modèle que tu évoques, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a une plateforme italienne, Walliance, je ne sais pas si tu la connais, qui prélève les frais qu'en cas de remboursement définitif des investisseurs. Et je pense que ça pourrait être un virage que pourrait prendre le secteur, ou en tout cas en splittant une partie upfront et une partie en fin de course, une fois que l'ensemble de la communauté, ce qui paraîtrait assez logique, a bien été remboursé du capital plus des intérêts. Maintenant, mon inquiétude sur les retards. Alors, sur des retards de moins de 6 mois, pas trop de sujets, notamment parce que tu évoques beaucoup les plateformes immobilières dans tes vidéos. Bon, l'immobilier, c'est pas une science exacte, notamment dans la promotion immobilière, le temps de construire les biens, de les commercialiser, etc. Il peut y avoir un retard de 6 mois, c'est pas bien méchant. Et pendant ce temps, les intérêts courent, donc je pense que les investisseurs sont prêts à le subir. Au-delà de 6 mois, il faut commencer à être un peu attentif et s'assurer que la plateforme met tout en œuvre pour récupérer l'argent de sa communauté, nominal plus intérêt. Et généralement, c'est ce qu'elles font, parce qu'elles n'ont aucun intérêt, d'une part, à mettre sous l'eau le porteur de projet, et elles n'ont aucun intérêt à ce que le porteur de projet ne puisse pas rembourser à la fin sa communauté d'investisseurs qui, finalement, pourrait le prendre très mal et se détourner de futurs projets. Donc, il faut ménager et la communauté et le porteur de projet. Généralement, elles s'y emploient. Donc, elles sont assez attentives de quand est-ce qu'il faut activer ou non une garantie. Et notamment, elles cherchent beaucoup, et c'est ce qu'on a pu voir, à fractionner des remboursements sur des périodes plus longues pour permettre aux porteurs de projet d'aller au bout de ses obligations et ne pas léser la communauté d'investisseurs, parce que généralement, elles rajoutent un taux d'intérêt bonifié si on passe un certain nombre. Au-delà des 6 mois, généralement, il y a 1% en plus, quelque chose comme ça. Bon, mais c'est sur le fil de crête. Hein. Elles se battent au quotidien pour essayer de faire en sorte que les projets soient remboursés dans les meilleurs délais, aux meilleures conditions, et faire en sorte que la communauté ne soit pas lésée. Et je sais que ça les mobilise beaucoup, beaucoup en ce moment, parce que le marché de l'immobilier il est un peu plus sinistré, que les biens se vendent moins facilement, parce que les acquéreurs en bout de course eux-mêmes ont des difficultés à se financer auprès de leur établissement bancaire. Donc la situation du financement de l'accession à la propriété reste un peu grippée. Ça ne fait pas les affaires des marchands de biens et des promoteurs immobiliers. On espère qu'au-delà de 2024, on aura quelques signes de positifs pour que les plateformes sortent par le haut de cette période un peu difficile, reconnaissons-le. Non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on va à 2024, bon, peut-être même de 2025 pour voir peut-être du mieux, mais effectivement, mais cette question, je reviens sur le point précis là de potentiellement un business model où la plateforme collecterait, voilà, ou prendrait 75% des frais d'entrée et 25% à la fin. Alors, j'avais pas connaissance de Walliance, pourtant, voilà, j'ai Jean-Baptiste Velleux, fondateur de l'IMO à l'époque, est intervenu sur la chaîne. Je n'ai pas vu ça dans leur projet, mais je vais regarder ça. Effectivement, c'est très, très intéressant. Un autre point que je voulais aborder avec toi, vous en parlez dans le livre aussi, pas mal de choses sont évoquées dans le bouquin. Vous parlez des réseaux sociaux. Effectivement, aujourd'hui, le crowdfunding immobilier, il y a assez peu de publicité. On peut faire le parallèle, par exemple, avec les CPI ou pas mal de choses où il y a peut-être beaucoup plus de communication, la bourse.
Côté crowdfunding immobilier, effectivement, ce secteur-là se base beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'en parle personnellement aussi beaucoup sur ma chaîne YouTube. En quoi, justement, le crowdfunding immobilier aujourd'hui, en 2024, a besoin des réseaux sociaux pour se faire connaître? Bah, en plus, c'est un peu leur business model, leur présence en ligne, c'est un peu leur ADN. Donc, naturellement, elles se tournent quand même plutôt vers ça pour développer leur communauté. Le bouche à oreille se fait pas mal par Internet et par des créateurs de contenu comme toi. Euh, et ça me fait d'ailleurs, j'ai pas complètement répondu à un point, tu me disais, les plateformes n'ont aucun intérêt à ce que les projets ne fonctionnent pas. Et la première raison, elle en est là, c'est que tout est sur la place publique. On n'est pas dans ce qu'on appelle le coût du risque en banque quand il y a des défauts, bah, c'est noyé dans une ligne du compte de résultat. Dans le crowdfunding, c'est projet par projet sur les plateformes. On voit ce qui se passe de bien et de pas bien. Donc en fait, euh, les plateformes mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour ces raisons-là. Son ADN, c'est d'être sur la place publique. Et du coup, en termes de communication et en matière de publicité, bah, c'est vrai que le canal Internet est le canal prioritaire. Et puis après aussi, pour la taille de ces acteurs leur permet sans doute pas encore de s'acheter des encarts de publicité dans les Oui. médias, mais ça viendra peut-être, hein. Ça commence timidement. Non, bien sûr. Mais effectivement, tu as raison de le souligner. Bon, il y a cette question effectivement de la transparence et effectivement, via les réseaux, et les communautés autour du crowdfunding, les choses sont sues très, très rapidement autour des communautés. Effectivement, dès qu'il y a quelque chose, voilà, une information, qu'elle soit positive ou négative, certaines plateformes effectivement vont très loin dans la communication, ce qui peut être rassurant, que ça soit positif ou négatif. Toujours appréciable d'avoir, ces choses-là, et s'il y a des choses qui dysfonctionnent ou certaines anomalies, effectivement, les communautés réagissent assez rapidement. Ouais, parce qu'il y a des forums dédiés d'ailleurs, hein, Oui, généralement tout à fait. Je voulais te poser une question également. Je ne sais pas si mon audience, le sait. Alors bien sûr, mon audience a connaissance de l'association Financement Participatif France. L'association va se rapprocher prochainement de France FinTech. Quelle est la cible derrière de ce rapprochement? Est-ce qu'il y avait un élément majeur sur ce rapprochement? Est-ce que c'était obligatoire pour le futur et justement ce rôle de l'association, qu'elle a eu jusqu'à présent? Oui, c'est très intéressant d'en parler. France FinTech reprend dans son giron le crowdfunding, de même qu'elle a repris récemment l'AssureTech, et elle veut se constituer un certain nombre de verticales métiers. Euh, Elle y voit un intérêt pour mutualiser les moyens. Et nous, en tant qu'administrateur de Financement Participatif France, on était très content de faire cette opération parce que ça donne plus de moyens à l'écosystème du crowd pour exister dans les instances auprès des pouvoirs publics, dans des événements. C'est compliqué à la maille de Financement Participatif France d'organiser des événements parce que ça coûte beaucoup d'argent. France FinTech sait très bien le faire. Il y a son gros événement paquebot Air Révolution qui est très, très en vue, puis il y en a d'autres. On va se greffer à ça, on aura nos propres événements, mais avec des moyens plus conséquents. France FinTech, c'est très très bien chercher des sponsors, des partenaires, c'est très bien communiquer. Donc on va s'appuyer là-dessus. C'est très bien aussi gérer tout un tas d'administratifs dont FPF voulait se décharger, et FPF continuera à exister dans une commission dédiée avec l'expertise métier qu'on continue à avoir. Ce sera plus sous forme de conseil d'administration, mais dans une commission dédiée au crowdfunding. On continuera à jouer notre rôle auprès des plateformes, auprès des pouvoirs publics, auprès de l'AMF. On continuera à faire un baromètre, on continuera à avoir des actions ciblées, mais avec plus de moyens. Donc une force de frappe plus grande. Donc on pensait que c'était le bon moment. Ça fait 2 années de suite qu'on est à plus de 2 milliards de collectes annuelles. On avait besoin de se structurer différemment, et France FinTech a constitué une excellente opportunité. Et Florence Demopou, avec qui j'ai coécrit cet ouvrage, jouera un rôle particulier pour le crowd au sein de France FinTech. Et au sein de France FinTech, elle prendra une responsabilité parce qu'elle sera directrice générale déléguée. Donc du coup, portera d'autant mieux la voix du crowd à une échelle un peu plus large, quoi. Super, bah écoute, merci pour tes réponses. Alors, je vais te poser une dernière question juste avant. Bah voilà, je vous rappelle, hein, ce livre-là,
crowdfunding, donc bien sûr, il est trouvable, voilà, sur la plupart, des réseaux, hein, il n'y a pas de souci pour le trouver. Donc coécrit par, Bertrand, donc Desportes et Florence de Maupoux. Alors je voulais terminer, cet échange, cette interview justement avec une question sur les perspectives du crowdfunding immobilier. C'est également une partie que vous abordez, largement en fin de livre. Quels sont pour toi donc les axes de développement? Parce que vous parlez aussi de technologie, un petit peu Ouais, de tokenisation, d'intelligence artificielle. ouais. Il y a également la dimension européenne. Quels sont pour toi un petit peu les enjeux, voilà, et ça sera le mot de la fin, mais justement, je voudrais avoir ton avis, là-dessus. Ouais, alors on a fait tout un chapitre sur le crowdfunding demain et je pense que tu évoques les enjeux. La tokenisation, ça peut être, à mon avis, très utile pour le crowd, notamment pour euh, les types de propriétés, d'avoir sous forme de token. Ces types de propriétés simplifiera sans doute notamment l'émergence d'un marché secondaire, les smart contracts qui permettront d'automatiser un certain nombre de process comme tout process de collecte, montant minimum, montant à partir duquel les fonds sont débloqués, la mise en œuvre des garanties. À partir du moment où vous avez un smart contract, les choses sont faites automatiquement sur base de critères objectifs. Donc, vous limitez des risques opérationnels, des risques d'interprétation, et ça permet sans doute d'améliorer un peu les process. Et il y a tout volet intelligence artificielle où on se dit que l'expérience utilisateur avec des chatbots un peu plus malins permettront d'embarquer plus facilement des épargnants. Mais ça vaut aussi pour le porteur de projet qui sera peut-être accompagné dans sa stratégie marketing de mise en ligne et d'animation de sa campagne. Et enfin, pour les plateformes, elles y auront à y gagner, notamment sur tous les volets compliance, conformité, analyse de fraude, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont proposés aux plateformes et charge à elles et elles ont un taux de sélection très drastique pour mettre un projet en ligne, elles ont dû en éplucher, je ne sais pas, peut-être 30. Donc c'est autant de vérifications qui pourront être automatisées pour s'assurer que le projet est cohérent, qu'il n'est pas frauduleux, qu'il a toutes les qualités requises. Alors évidemment, à la fin, il y aura toujours une validation humaine, mais au moins, il y a tout un tas de travail préparatoire dont on pense qu'il peut être porté par la technologie. Et ça, on en est à peu près convaincu que les plateformes, progressivement, c'est une échelle de 5 ans, je pense, iront vers ces modèles-là. Ouais. Mmh. Ah super, merci. J'en suis convaincu également autour de l'IA, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, ça va se développer pas à pas. En tout cas, bah, écoute, merci, de ton intervention et puis, bah, voilà, je te dis à bientôt. Merci Laurent.